s'est prononcé en référé dans l'affaire dite Radio Tefana, poursuivi pour prise illégale d'intérêt. Dans cette affaire, le leader du Tavini Wiratira a été condamné à 6 mois de prison, 5 millions de francs d'amende. On a entendu sa réaction, une décision de justice qu'il juge colonialiste. C'est aussi votre avis ce matin ? C'est évident, c'est évident. Et je m'exprime non pas en tant que député indépendantiste, mais en tant que député de la République française. Et c'est en tant que député de la République française que je suis choqué par cette décision de justice. Hier, le tribunal n'a pas dit le droit, il a fait de la politique. Si le tribunal avait dit le droit, il aurait commencé par, on va dire, accepter les premiers éléments, les premières demandes qui avaient été formulées par les avocats. Il y a dans ce dossier un rapport d'un premier procureur qui avait conclu qu'il n'y avait rien à voir de grave à Radio Tefana. Ce rapport, il est cité dans le procès, on n'y a pas eu accès. On a demandé à l'avoir en main, on n'a jamais eu. Nos avocats l'ont demandé. Donc il y avait une première demande dans ce sens-là. Il y avait des QPC, il y avait un certain nombre de moyens préalables qui ont été déposés. Aucun de ces moyens n'a été retenu. C'est absolument inadmissible. Deuxièmement, vous avez cette décision de prison avec sursis. Que je sache, il n'y a pas eu de prison avec sursis pour Monsieur Fritsch dans l'affaire Radio Maori. Il y a eu une simple amende. Le procureur lui-même n'avait pas demandé de prison avec sursis dans son réquisitoire. C'est exactement les mêmes affaires, on est d'accord. C'est pire à Radio Maori, c'est bien pire, ça n'a rien à voir. Et il n'y a pas eu de demande de prison avec sursis. Mais le procureur lui-même n'avait pas demandé de prison, il avait demandé simplement des amendes. Sur Radio Tefana, le procureur avait demandé 10 millions. Et là, on se retrouve avec 100 millions d'amendes. Vous savez pourquoi ils ont demandé 100 millions d'amendes ? Parce qu'ils ont été vexés, que la commune ne se porte pas partie civile. Vous avez ici un procès totalement hallucinant où il n'y a pas de victime. Normalement, quand vous avez un procès, vous avez une victime qui porte plainte. Il n'y a pas eu de plainte dans ce procès, il y a eu une dénonciation de l'avocat de M. Fritsch. En clair, Waterson, les décisions de la justice donc ont été données, mais les motivations, c'est quoi alors ? Expliquez-nous. Eh bien, c'est ça qui est hallucinant. Vous avez un procès où on juge une radio en disant c'est une radio politique et où on n'a exhibé aucun enregistrement. Les juges eux-mêmes, le procureur lui-même, pendant le procès, ont dit qu'ils n'avaient jamais écouté Radio Tefana. Comment pouvez-vous juger une radio sans jamais l'avoir écoutée, sans jamais avoir produit ? Non, il n'y a eu aucune bande de produite. Si on avait cherché à stopper Oscar Temaru, il aurait été encore plus simple pour la justice de le frapper d'inéligibilité, vous ne croyez pas ? Ça aurait été tellement gros que là, on aurait pu avoir un recours à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est ce qu'ils ont voulu éviter. Donc alors, on a entendu l'avocat, donc Maître Koubi tout à l'heure, donc l'avocat d'Oscar Temaru. Alors lui, les arguments qu'il a avancés, ils ressemblent aux vôtres, donc il parle en tous les cas d'injustice également, mais en disant que c'est parce que, le Tavini avait porté l'affaire du nucléaire à La Haye. Mais c'est évident, c'est évident. Ça prédate même de cette plainte à La Haye. Vous savez, on a été réinscrit en 2013 et ça a été un camouflet pour la diplomatie française qui ne s'y attendait pas. Elle ne s'attendait pas à ce qu'on réussisse cette réinscription. Tout de suite après, les enquêtes ont commencé. Il faudrait être totalement naïf pour ne pas avoir un lien entre d'abord cette première réinscription. Et ensuite, en octobre 2018, vous avez donc le dépôt de cette plainte, et quelques temps après, mais vraiment très peu de temps après, vous avez M. Temaru qui est démis de ses fonctions à l'Assemblée de Polynésie. Là encore, il faudrait être totalement naïf pour ne pas avoir de lien et ne pas avoir la main de l'État. Donc et je le redis, l'État hier, manipule complètement mais c'est évident. Le parquet de la justice. Hier, le tribunal n'a pas dit le droit, il a fait de la politique. Alors, autre volet de la condamnation prononcée hier, cette condamnation concerne la radio Tefana qui se voit infliger, vous l'avez évoqué tout à l'heure, 100 millions de francs d'amende. L'actuel directeur de la radio, Heuni Lekai, parle lui de censure. C'est la fin de Radio Tefana, clairement ? Ce n'est certainement pas la fin de Radio Tefana. Je peux vous le dire, il y aura appel. Les appels seront déposés certainement ce matin, parce que ce sont des décisions totalement inadmissibles. Rendez-vous compte, vous avez une radio, à l'époque, je ne dis pas aujourd'hui, mais à l'époque, et pendant 30 ans, c'était la seule radio qui disait la vérité sur les essais nucléaires. On est donc dans une république où on peut fermer une radio parce qu'elle a dit la vérité.
Est-ce que vous trouvez ça admissible, vous en tant que journaliste? L'ancien directeur de la radio évoquait, lui, une décision politique. Comme vous pensez, comme lui, qu'il aurait mieux valu tout simplement dynamiter la radio, ça aurait été plus simple? Alors moi je suis pas fan d'explosifs. Vous savez, le 11 septembre 2001, j'étais à New York, j'avais rendez-vous dans la Tour B, donc je suis pas fan de tout ce qui explose. Voilà. Donc alors vous nous tendez la perche en même temps, donc on va parler de cette date, cette bien triste date anniversaire. Vous étiez donc à New York. Vous l'avez vécu comment, vous, cette journée, cette pire journée que les États-Unis ont connue ces dernières années? Comme un traumatisme que je vais pas dire célébrer, ce serait pas le bon mot, mais c'est un deuil que je porte. J'ai perdu des amis, des collègues dans cette journée. J'étais moi à 200 mètres de la tour B quand elle s'est écroulée. Vous savez, on sort de là traumatisé. C'est d'ailleurs la raison à l'époque pour laquelle je suis revenu au Fénois, puisque je travaillais à l'époque à Manhattan. Vous vous êtes rendu compte tout de suite, en fait, de la catastrophe, parce que beaucoup de personnes continuent à circuler en attendant, bien sûr, que... Écoutez, c'était surréaliste, puisque moi, j'habitais dans Westchester, je venais en train tous les matins, et ce matin-là, il faisait beau, c'était une magnifique journée. J'avais pris mon appareil photo parce que je suis fan de photos. Et c'est en sortant du train pour me rendre à pied à mon rendez-vous que le premier avion a heurté la première tour. Et on n'a pas tout de suite compris que c'était un avion de ligne. On pensait que c'était un petit Cessna parce que ça s'était déjà produit. Tout d'un coup, en écoutant les radios, on s'est rendu compte que c'était un avion de ligne. Là, on s'est dit, les gens ont commencé à se dire, c'est pas normal. On a commencé à appeler nos amis, nos collègues qui travaillaient dans ces tours. On n'arrivait pas à les joindre. Et ensuite, un peu machinalement, ceux qui devaient y aller, on continuait à y aller. Et puis on avait confiance dans les pompiers. Vous savez, les pompiers à New York, c'est des superstars. Les New-Yorkais ont l'habitude des grands incendies. Et puis donc, quand on voyait les camions de pompiers, tout le monde applaudissait. C'est l'espèce de positivité new-yorkaise. Et quand la première tour s'est écroulée, par contre, là, on était tous sonnés. Il y avait des gens qui pleuraient, qui tombaient évanouis. Enfin, c'était absolument surréaliste. Ensuite, ils ont fermé la ville, donc on ne pouvait même pas sortir. Il n'y avait plus de train, les tunnels étaient fermés. On rasait les murs. Dès qu'on voyait un avion dans le ciel, on se plaquait contre les buildings. Moi, j'ai essayé d'appeler ma femme, mes enfants, la famille en Polynésie. On n'y arrivait pas. Il n'y avait plus de télécommunications. Enfin bon, voilà. Et pour moi, le souvenir le plus traumatisant, en fait, ça a été quand ils ont réouvert les tunnels, quand ils ont réouvert la gare. Vous savez, la plupart des gens qui travaillaient dans ces tours venaient de la même région que moi. C'était beaucoup d'expatriés de toutes les nationalités. Et donc les survivants, ou ceux qui étaient juste à côté, on était tous couverts de cendres. Et on aurait littéralement dit un train fantôme, parce qu'on était tous blancs de ces cendres. Et on était dans ce train complètement ébahi, on n'arrivait plus à parler, on se regardait voilà comme des fantômes jusqu'à ce que chacun arrive chez soi. C'était une journée absolument surréaliste. Pour vous, il y aura un avant et un après 11 septembre? Malheureusement, oui, parce que ça a été le début de cette espèce d'exploitation de la haine par les gouvernements républicains aux États-Unis. Vous savez, il faut quand même se rappeler que le départ de tout ça, c'est l'invasion de l'Irak sur de faux motifs par les États-Unis. Enfin, ok, il y a eu un acte de terrorisme terrible ce jour-là, mais on ne parle pas du terrorisme d'État. Des grands pays comme les États-Unis qui, pendant des années, ont été, excusez-moi du terme, foutre le bordel au Moyen-Orient pour leurs propres intérêts, pour exploiter le pétrole, qui ont renversé les régimes qui ne leur étaient pas favorables et qui ensuite s'étonnent que les populations sur place soient pas tout à fait contentes. Merci beaucoup, Moutaï Waterson, pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes député indépendantiste du Tavini Wiraatira et on rappellera donc, vous l'avez dit, que le Tavini continue le combat puisque vous allez faire appel donc de la condamnation des 100 millions, notamment contre Radio Tefana, les appels qui seront déposés ce matin. Merci encore. Maruru.